Sans État, sans loi, sans police pour les faire appliquer, sans justice pour punir et sanctionner les contrevenants, on peut imaginer que nous vivrions sous la loi de la jungle, sous la terreur des plus forts exercée sur les plus faibles. Ce que je viens de dire au fond, c'est que les lois entravent les plus forts, les empêchent de se réaliser pleinement et de réaliser pleinement leur potentiel. Nietzsche disait clairement que les lois avaient été inventées par les faibles pour asservir les forts, pour les empêcher de prendre le dessus. C'est une idée qu'on trouve déjà chez Platon lorsqu'il rapporte un dialogue entre Socrate et Calliclès. C'est l'idée de Calliclès. Calliclès dit que l'éducation que nous donnons à nos jeunes, éducation où on leur enseigne à tort, d'après lui, l'égalité, cette éducation va écraser les forts comme lorsqu'on dresse des jeunes animaux sauvages. On va les domestiquer. On va les empêcher d'exprimer leur nature profonde. Et pour Calliclès, c'est grave parce que pour lui, ce qui est juste, c'est ce qui est naturel. Or, dans la nature, on l'a dit, c'est la loi de la jungle, c'est le plus fort qui gagne. Donc, il est moral et juste pour Calliclès que les plus forts restent les plus forts. Ce dialogue entre Socrate et Calliclès, rapporté par Platon, vous allez le trouver ici en référence. Attention, c'est l'occasion de vous faire remarquer quelque chose. Les dialogues de Platon font dialoguer Socrate avec d'autres participants à ces dialogues. Et lorsque vous avez un texte, regardez bien qui parle et ne dites pas Platon pense que, parce que le texte est signé Platon. Donc là, ce sont les idées de Calliclès qui ne sont pas celles de Socrate. Cette pensée s'est retrouvée dans des temps plus modernes, dans des temps où la démocratie commençait à vraiment prendre forme, et elle s'est amplifiée, premièrement, avec des penseurs qui ont dit qu'il n'y avait pas que les forts qui étaient opprimés par l'État, mais tout citoyen, et deuxièmement, qu'il n'y avait pas que les dictatures, les monarchies, etc., qui pouvaient opprimer le citoyen, mais aussi la démocratie, c'est-à-dire toute forme d'État et de loi. Max Stirner affirme que tout État est despotique. Que le despote soit un, c'est-à-dire un monarque ou un dictateur, ou qu'il soit plusieurs, c'est-à-dire la démocratie. Même la démocratie est despotique. Pourquoi ? Rappelez-vous Rousseau, la volonté générale, la volonté particulière. Lorsqu'on obéit à une loi dans un pays démocratique, on obéit à la volonté générale, et notre volonté particulière doit s'y soumettre. Si on n'a pas été dans la majorité qui a voté cette loi, on est de fait dans la minorité écrasée. Mais pour Stirner, pire que ça. Si nous avons été dans la majorité, si nous avons voté la loi, le fait de nous y soumettre, que notre volonté particulière se soumette à cette volonté générale à laquelle nous participions, c'est aussi une entrave à notre liberté. Parce que nous sommes obligés de nous soumettre à une décision qui est dans notre passé. Et notre liberté s'en trouve figée. Stirner écrit que l'État n'a qu'un but, borner, lier, subordonner l'individu et l'assujettir. Grâce à quoi ? Grâce à des forces répressives comme la censure ou la police. Sur ces idées vont naître les pensées libertaires et les pensées anarchistes. Et aussi sur les idées de Proudhon, pour qui la propriété privée est le début de tout ce processus d'État oppressif. Bakounine, philosophe anarchiste, dit que l'État, c'est l'immolation de l'individu, et pas que de l'individu, l'immolation des petits groupes, des associations. Cette pensée anarchiste ne s'est pas contentée de rester une théorie. Il y a un certain nombre de personnes qui, dans l'histoire, à cette époque-là, fin du 19e, début du 20e, ont voulu mettre en œuvre leurs idées. Montrer qu'ils n'étaient pas soumis aux lois, montrer qu'ils n'avaient pas à obéir à l'État. Et ils l'ont fait jusqu'au vol, jusqu'au meurtre. C'est notamment le cas de la bande à Bono, dont vous avez peut-être entendu parler, dont le plus haut fait a été l'attaque de la Société Générale, et qui se réclamait ouvertement de la pensée anarchiste. Marx pense lui aussi que tout État est oppressif. Mais
pour lui, l'État n'existe pas depuis toujours et n'est pas amené à durer toujours. Vous trouverez cette idée dans le texte de son beau-fils Engels. L'État n'existe donc pas de toute éternité, etc. Pourquoi? Parce que pour eux, l'État est lié à l'existence de classes sociales. Il est nécessaire parce qu'il y a la lutte des classes. Donc, si on veut supprimer cet État oppressif, la solution, c'est de passer par la suppression des classes sociales. Si on arrive à supprimer les classes sociales, Marx dit que l'État va peu à peu, tout seul, naturellement, disparaître. On appelle ça le dépérissement de l'État. Les classes sociales disparaissent, l'État dépérit. C'est automatique pour le marxisme. Marx annonçait donc un processus historique qui lui paraissait inévitable. Supprimons les classes sociales, de quelle manière? En supprimant la propriété privée, c'est-à-dire, dans ce cas-là, le capital, voire les capitalistes eux-mêmes, pour ne laisser plus que ceux qui étaient préalablement des prolétaires. Pourquoi ces prolétaires, libérés du capitalisme et de l'oppression, ne se retrouvent pas immédiatement dans la situation de la société communiste idéale que recherche le marxisme? Eh bien, parce qu'ils sont déformés par des années d'oppression. Et il va donc falloir les transformer, voire les rééduquer, pour qu'arrive enfin l'homme nouveau, celui qui sera capable d'être le communiste, celui qui vit dans la société communisme. Donc, on doit passer d'abord par l'étape d'un État très fort, dictatorial, avec des prisons, des polices, des goulags. C'est ce qu'on a vécu avec l'URSS, par exemple. Mais le but n'était pas de rester à ce stade. On aurait dû déboucher, au bout du compte, grâce au dépérissement de l'État et au changement intérieur des individus rééduqués, on aurait dû aboutir à une nouvelle période de l'histoire, celle du communisme, où chacun travaille selon ses capacités et reçoit selon ses besoins et où il n'y a plus d'oppression. Ce dépérissement de l'État annoncé n'est hélas jamais arrivé dans les pays qui se réclamaient du marxisme, comme l'URSS. Nous ne sommes jamais arrivés à la société communiste, à la société sans État, sans loi, sans police, sans délinquance, sans oppression. On est resté bloqué dans l'État dictatorial, dans la dictature du prolétariat, dans les pays socialistes. Concrètement, le marxisme a donc échoué. Il reste aujourd'hui une utopie dans tous les sens du terme et peut-être dans le sens positif de ce terme. En proposant d'arriver à une société sans violence, en utilisant le moyen d'un État très violent, Marx appliquait le précepte de Machiavel dont nous allons parler dans la vidéo suivante, la fin justifie les moyens. Mais ça ne fonctionne, ce précepte, que si l'on atteint la fin. Si on reste coincé dans les moyens et que ces moyens sont par définition contraires à votre idéal, contraires à votre morale, on a totalement échoué. Aujourd'hui, la question ne se pose plus vraiment de savoir si nous avons besoin d'un État, si on peut vivre sans État. La question, c'est quel type d'État, quel type de gouvernement. Et surtout, de quelle taille? Où mettons-nous les frontières? Voulons-nous un gouvernement régional? Souhaitons-nous des gouvernements nationaux? Rêvons-nous d'un gouvernement européen, par exemple? Ou plus encore, souhaitons-nous à terme devenir des citoyens du monde et avoir un gouvernement planétaire, un pouvoir mondial?